pièce qui s'appelle Antigone de Jean Anouilh. C'est une tragédie, c'est-à-dire une pièce qui finit mal et qui met en scène des personnages nobles. Donc je vous renvoie pour ça à la capsule que j'ai faite spécialement sur la tragédie. Alors c'est une pièce qui parle d'Antigone, mais pour comprendre l'histoire de la pièce, il va falloir remonter en arrière et il va falloir que je vous explique le mythe d'Œdipe. Donc voilà l'arbre généalogique d'Antigone. Vous avez Laios et Jocaste qui sont le roi et la reine de Thèbes. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Œdipe. Œdipe est maudit à sa naissance et ses parents tentent de s'en débarrasser. Mais Œdipe ne meurt pas, puisqu'il va revenir adulte sans connaître sa destinée. Et Œdipe va, sans le savoir, tuer son père, coucher avec sa mère et ils vont avoir ensemble 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Donc Œdipe et Jocaste vont avoir Éthéocle, Polynice, les 2 garçons, Ismène et Antigone, les 2 filles. C'est une histoire qui va absolument mal tourner, évidemment, puisque Œdipe va un jour être au courant de ce qu'il a fait, c'est-à-dire tuer son père et coucher avec sa mère. Il va alors partir de Thèbes, se crever les yeux et s'exiler, on ne le revoit plus jamais. Alors, c'est une tragédie, donc ça se passe très mal, je vous l'ai dit. Donc au fur et à mesure, en fait, les personnages meurent. Vous allez voir à la fin, il en reste peu. Donc, Œdipe a tué son père, il est mort. Lorsque Œdipe apprend donc ce qu'il a fait, il se crève les yeux et part en exil, ce qui revient à peu près à sa mort. Jocaste, lorsqu'elle apprend donc ce qui s'est passé, se suicide. Donc, elle aussi meurt. Il nous reste donc les 4 enfants, ainsi que le frère de Jocaste, sa femme et leur fils. Donc, dans les 4 enfants d'Œdipe, il va falloir déterminer qui va régner sur Thèbes. Ça va être un des 2 frères, Éthéocle ou Polynice, puisque ce sont des garçons. Or, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui va régner. Éthéocle prend le pouvoir, dit « je vais régner pendant 1 an, et quand tu voudras, Polynice, tu reviendras, tu prendras ma place. » Or, lorsque Polynice revient au bout d'1 an pour prendre la place d'Éthéocle, exactement comme ils en avaient convenu, Éthéocle lui dit « non, finalement, je vais garder le trône. » Et s'ensuit alors une terrible bataille. Donc, les 2 frères vont s'entretuer. Éthéocle meurt, Polynice meurt. Il nous reste alors Ismène et Antigone, les 2 filles. Bon, ce n'est pas elles qui vont régner. On va compter sur l'homme de la famille qui reste, c'est-à-dire le tonton, l'oncle d'Ismène et d'Antigone, à savoir Créon. Donc c'est Créon, le frère de Jocaste, donc l'oncle d'Antigone, qui prend les rênes de la ville de Thèbes. Donc Créon va prendre les rênes de la ville de Thèbes et pour marquer l'exemple, va autoriser des funérailles magnifiques pour Éthéocle, le souverain qui était au pouvoir, et va interdire l'enterrement de Polynice, pour dire que c'est un renégat, un rebelle, quelqu'un qui est venu attaquer sa propre ville. Alors que finalement, quand même, Polynice était dans son droit, puisqu'il n'a fait que respecter l'accord qu'il avait avec son frère. Bon. Mais Créon, donc, lorsqu'il arrive au pouvoir, dit « nous allons faire donc un magnifique enterrement pour Éthéocle, mais le corps de Polynice va pourrir au soleil pour que tout le monde voit qu'il ne faut pas attaquer sa propre ville. » Il prend donc cette décision terrible et Antigone, la sœur donc d'Éthéocle et Polynice, va se révolter. Elle va dire « mais c'est absolument injuste, on ne peut pas enterrer un seul de mes 2 frères, ils sont tous les 2 coupables, ce n'est pas possible, il faut absolument enterrer Polynice. » Donc l'histoire de la pièce de Jean Anouilh commence là, c'est-à-dire que les 2 frères viennent de mourir et Créon a proclamé publiquement son interdiction formelle d'enterrer Polynice. Et Antigone, pendant toute la pièce, va essayer de s'acharner à vouloir enterrer absolument son frère, malgré l'interdiction du roi Créon. Et elle va payer le prix fort, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à mourir pour braver cette interdiction qu'elle trouve absolument injuste. Alors, donc on va essayer d'aborder l'étude d'Antigone en 4 points.
Donc d'abord nous allons voir le contexte de la pièce, ensuite nous allons nous interroger sur la motivation du personnage d'Antigone, et puis nous allons nous poser les deux questions qui sont vraiment présentes tout au fil de la pièce, à savoir la question du destin et la question du pouvoir. Alors, on va commencer par le contexte de la pièce. Donc il y a une espèce de superposition des époques. Il y a évidemment des références à l'Antiquité, puisque Antigone, ce n'est pas une histoire qui a été inventée par Jean Anouilh. Jean Anouilh réécrit une pièce déjà écrite dans l'Antiquité par un dramaturge qui s'appelait Sophocle. Donc, il y a des références à l'Antiquité à travers les personnages mythologiques, qu'est-ce que sont Antigone, Oedipe, etc. Et il y a aussi une référence à l'Antiquité dans le décor d'Antigone d'Anouilh, puisqu'il y a un décor en demi-cercle qui rappelle les amphithéâtres de l'Antiquité grecque. Bon, mais évidemment, à cette période antique s'ajoute une période beaucoup plus moderne, puisque Jean Anouilh, ce dramaturge, a vécu au XXe siècle et écrit donc cette pièce au XXe siècle, à l'époque moderne. Cette époque moderne se retrouve dans des éléments qui sont des anachronismes donc par rapport à l'Antiquité, puisqu'il y a des références à la robe de bal d'Ismène, les gardes jouent aux cartes, et on a dans même plusieurs mises en scène plus modernes, plus récentes d'Antigone, des éléments encore plus modernes, à savoir des téléphones, des ordinateurs, des oreillettes pour les gardes. Il y en a même un qui mâche un chewing-gum dans la mise en scène de Nicolas Briançon. Enfin, donc nous avons tout au long de la pièce d'Antigone, cette superposition entre antiquité et modernité. Il y a une référence à la Deuxième Guerre mondiale dans une des mises en scène d'Antigone en 1944, puisque les gardes, dans cette mise en scène de 1944, portent des uniformes de la Gestapo. Donc évidemment l'écho au nazisme est plus que clair, et Jean Anouilh a eu quelques ennuis avec les Allemands à ce moment-là. Bon, mais il faut quand même garder à l'esprit que sous cette superposition des époques, ce qu'il faut se dire, c'est que le message de la pièce de Jean Anouilh est avant tout intemporel, universel. C'est une pièce symbolique qui ne veut pas se référer à une époque précise. C'est pourquoi il y a ce mélange. Bon. Nous allons maintenant passer à la motivation du personnage. Donc maintenant, nous allons nous demander pourquoi Antigone tient absolument à enterrer son frère alors qu'on le lui interdit. Donc nous allons nous demander quelle est la motivation du personnage de l'héroïne, de cette pièce. Alors pourquoi est-ce qu'Antigone veut absolument enterrer son frère Polynice? Alors déjà il y a la question de la réécriture. L'Antigone d'Anouilh étant la réécriture de la pièce de Sophocle, Anouilh reprend la motivation de l'Antigone de Sophocle. Donc comme dans la pièce de Sophocle, Antigone a pour but d'enterrer son frère pendant toute la pièce. Bon. Donc il y a cette question de réécriture qui explique la raison de son geste. Deuxième chose, il faut quand même se dire que dans la pièce antique, dans la pièce de Sophocle, Antigone tient à enterrer son frère pour des raisons sacrées, pour des raisons religieuses. Elle veut empêcher l'âme de Polynice d'errer sans but, ce qui risque d'arriver si elle n'est pas enterrée. Anouilh, lui, évacue complètement cette question de la religion. Chez Anouilh, il n'y a aucun sens religieux ni sacré à l'acte d'Antigone, qui n'est pas spécialement croyante. Donc, cette question du sacré disparaît. Alors, pourquoi Antigone veut vraiment enterrer son frère? Bon, on peut se le demander, elle se le demande elle-même. On est dans un entêtement qui va confiner à l'absurde, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres personnages du théâtre de l'absurde à l'époque, ou de la littérature de l'absurde, comme L'étranger d'Albert Camus, qui est un roman où un personnage agit de façon totalement gratuite. Bon. Peut-être que finalement Antigone agit ainsi, peut-être qu'elle veut absolument enterrer son frère parce que c'est son destin. Donc nous allons passer à la troisième question, la question du destin. Donc nous allons aborder la question du destin, question qui est très présente dans la pièce. Alors tout d'abord, Jean Anouilh invente un personnage qui n'est pas du tout chez Sophocle, c'est le personnage du prologue.
Alors ce personnage, il est tout seul, il rappelle un peu le groupe du chœur dans la tragédie antique. Et ce personnage du prologue, au tout début de la pièce, avant même que la pièce ne commence, va raconter toute l'histoire. C'est-à-dire qu'avant même que la pièce commence, le prologue a déjà tout dit. Donc les personnages ne peuvent pas échapper à leur destin, il est déjà annoncé dès le début, pas de surprise. Bon, on rappelle que les personnages tragiques subissent un destin qu'ils n'ont pas choisi. D'ailleurs, toute cette question du destin est contenue dans un mot. Le premier mot de la pièce d'Anouilh, c'est « voilà ». Le personnage du prologue commence par « voilà ». Et dans ce « voilà », tout est dit en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est dit, c'est fait, avant même que ça commence, c'est déjà fini. Ce voilà, qui explique que déjà tout est annoncé, contient l'essence même du tragique. Ça veut dire qu'aucun personnage, quoi qu'il fasse, ne pourra échapper à sa destinée. Nous allons maintenant passer à la question du pouvoir. Donc nous allons aborder la question maintenant du pouvoir. C'est un questionnement qui est tout à fait présent dans la pièce d'Antigone, du début à la fin. Et cette question du pouvoir, elle est incarnée par Créon. Alors je rappelle que Créon n'a pas du tout voulu être roi, il est devenu roi par la force des circonstances, parce qu'en fait c'était le seul qui était encore vivant, tout simplement. Donc Créon n'a pas voulu être roi, il est usé par le pouvoir, et il est obligé malgré lui d'incarner cette autorité, cet ordre, et va agir poussé par ce motif-là, l'obligation de faire régner l'ordre. Alors, à multiples reprises, il va essayer de sauver le personnage d'Antigone, qu'il aime vraiment beaucoup, c'est sa nièce, c'est sa future belle-fille, il a envie de la sauver de la mort et puis d'elle-même. Et le problème, c'est que Antigone va pousser Créon à bout, et va lui annoncer qu'elle va continuer à le provoquer publiquement. Et tout est dans le publiquement. Le problème, c'est que si Créon la laisse faire ce qu'elle veut devant tout le monde, eh bien ce sera le chaos, il va passer pour un roi faible et le peuple va se révolter. Donc ce n'est pas envisageable. Donc Antigone va aller jusqu'au bout, elle va enterrer Polynice et subir le châtiment promis par Créon. Elle va se faire enfermer vivante dans une caverne, et elle va se suicider. Donc Antigone meurt. Il faut savoir qu'Antigone était fiancée à Aimon, donc son cousin, qui, en voyant sa bien-aimée morte, va se tuer, se suicider aussi. Donc je vous disais qu'il ne restait plus beaucoup de monde à la fin. La femme de Créon, donc Eurydice, mère d'Aimon, en voyant son fils mort, va aussi se suicider, décidément. Voilà, donc la pièce se finit sur des suicides, des morts, et il nous reste finalement, sur toute cette famille, Créon, le roi, qui a perdu tout le monde, et Ismène, la sœur d'Antigone. Donc finalement, Antigone, c'est l'histoire d'une héroïne qui est tragique, bouleversante et à la fois émouvante. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et vous allez bientôt recevoir des cours et des activités sur cette pièce.